moi, mais j'ai pas le papier. Et puis toi, tu peux te mettre là, ou bien toi, je peux faire ça. Il faut que les choses se fassent maintenant. Nous sommes régis par la loi française. La loi française dit que la preuve de la propriété se fait par l'inscription à la publicité foncière. Vous pouvez avoir tous les papiers que vous voulez, datant de 50, 100 ans. Si ce n'est pas à la publicité foncière, c'est comme si vous n'êtes pas propriétaire. Donc le réflexe, c'est vraiment de régulariser la situation en constituant un dossier, et le GIP peut vous aider, et c'est le notaire qui va passer l'acte. Maintenant, vous avez les outils pour vous permettre de vous aider à régler les successions qui sont très anciennes. Merci. Alors, je veux juste te poser une question. Alors, vous disiez tout à l'heure, Maître Marie, que c'était un problème qui était plus important en Guadeloupe et en Martinique. On a une croyance qui dit que ces actes-là sont très coûteux. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont ce préjugé? Oui, les actes qui sont... Je pense qu'effectivement, c'est un préjugé qu'il faut bannir aujourd'hui. Parce que on peut... Je ne crois pas que les actes sont si coûteux que ça. On arrive à souvent, les gens sont même étonnés du coût que ça peut coûter. Vous avez deux problématiques. Il y a la problématique des frais, ce qu'on appelle les frais de notaire, les frais de géomètre, et la problématique fiscale. Dans 95% des cas en Martinique, les droits, la partie fiscale, vous n'avez pas de droit de succession à régler. Ça, c'est un texte fiscal, ça ne sert à rien qu'on rentre dans le détail précisément là-dessus, mais il n'y en a pas. Vous avez par contre les frais d'acte. Alors un acte de notoriété, c'est juste un acte qui dit quels sont les héritiers, ça coûte à peu près 300 €. C'est le même coût, quel que soit le notaire en Martinique, à environ 300 €. L'attestation de propriété, elle n'est pas excessive non plus. Alors, tout est relatif, hein, bien sûr, hein, parce que vous allez me dire que ça peut être cher. C'est à peu près 1% sur la valeur du bien. Donc, un bien qui vaut, on va dire, 200 000 €, l'attestation de propriété va coûter 2 000 €. 1%. Est-ce que c'est excessif? Je ne peux pas le dire, mais si vous êtes 10 à payer, ça fait 200 € chacun. Je ne crois pas que ce soit un frein véritable à l'avancée. Les frais de géomètre, parfois, pour diviser un terrain, il y a un petit coup également, mais qui ne sont pas énormes non plus. Donc, je ne sais pas pourquoi, pendant des années, effectivement, les gens n'ont pas avancé, mais quand vous avancez et que les choses se font au fur et à mesure, c'est beaucoup plus simple. Et ce qui coûte cher parfois, c'est l'accumulation, la multiplication des décès qui n'ont pas été réglés. Non seulement ça coûte cher, mais nous, ça nous prend un temps fou. Et c'est sujet à des erreurs, hein, à oublier quelqu'un ou quoi que ce soit. Maître Marceline le disait il y a un petit moment, les anciennes successions nous posent plus de problèmes que les successions actuelles. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas du tout dans la même optique. Les jeunes, ils ont envie d'avoir un titre, ils ont envie d'avoir un document qui leur permette... On est dans la mondialisation. J'achète, je vends. Votre titre de propriété, c'est primordial que vous puissiez en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire, le bien doit être malléable. Il se vend, vous allez habiter ailleurs, vous allez acheter quelque chose d'autre. Si votre titre de propriété est fragile, vous ne pouvez rien faire. Les documents, souvent, les gens viennent nous voir avec un papier du cadastre, ils veulent vendre la maison. En fait, c'est souvent parce que les successions n'ont pas été faites, et comme elles ne sont pas faites, ils ne peuvent pas vendre la maison. Donc, ils sont coincés. Je pense que ça... Les nouvelles générations, ils veulent vraiment avancer sur un règlement et le coût, finalement, il est dérisoire par rapport à ça. Alors ça, c'est deux actes dont j'évoquais. En gros, 250 €, 300 € pour un acte de notoriété, à chaque fois par décès, et 1% pour une attestation immobilière. Quand vous avez fait ces deux actes-là, il peut s'avérer derrière que vous ayez un acte de partage. Actuellement, la fiscalité sur un acte de partage, c'est 0. Parce que la loi Letchimy a permis jusqu'en 2029, on espère qu'elle va peut-être être prorogée encore, d'avoir une fiscalité 0 pour permettre justement de réaliser des actes de partage. Donc je pense qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre et sauter dessus de façon à bénéficier de ce dispositif. Pareil, l'acte de partage, le coût chez le notaire sera environ de 2%, un tout petit peu plus cher sur la valeur des biens qu'on va partager. Et là, c'est pas non plus, je pense... donc ça, il faut vraiment aujourd'hui oublier que ça coûte cher. Et quand vous allez d'ailleurs chez un notaire, vous pouvez tout de suite demander.
combien ça coûte, de façon à ce qu'on puisse répercuter à toute la famille le coût et trouver un arrangement où on peut verser au fur et à mesure. Alors les notaires vont vous dire de verser tout d'un coup, mais on peut quand même avoir un arrangement de verser au fur et à mesure sur un compte. Dans les études de notaire, c'est très très précis. Ne croyez pas que l'argent il disparaît comme ça, comme on l'entend des fois. Vous avez des comptes bancaires qui sont ouverts, un compte qui est ouvert au nom de la personne qui est décédée, vous avez un compte qui est à votre nom si vous achetez un bien immobilier, et chaque opération a un compte bancaire, et vous pouvez demander ce relevé, et l'argent ne nous appartient pas, il vous appartient, et c'est un peu comme une banque, on va dire. Et c'est très précis, vous versez l'argent au fur et à mesure, même si normalement il faut verser tout d'un coup, mais on peut, je pense, avoir une pratique au fur et à mesure. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, quand on leur indique le coût dès le départ global, ils nous versent au fur et à mesure et ils sont très contents à la fin de nous dire on est prêt, on peut y aller. Voilà. On va juste passer la parole à monsieur Xavier Agricole, mais je voudrais juste préciser sur cette question-là qu'il faut bien se rendre compte que quand on dit que c'est cher, on devient propriétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on récupère de la valeur sans payer quelque chose pour prouver qu'on est devenu propriétaire de bien qui a de la valeur. Vous allez payer 1%, 2% sur la valeur de bien, mais que vous pourrez revendre. Donc c'est comme ça qu'il faut calculer. Il faut se dire que si vous faites une dépense, mais c'est parce qu'en contrepartie, vous avez la preuve que vous êtes propriétaire et vous avez donc un patrimoine qui a augmenté de valeur. Alors, merci maître. Mais pour compléter les propos, allez-y. Juste un petit mot. L'indivision, justement, quand on voit bien qu'à droite à gauche, on a des maisons qui sont délabrées. Plus vite vous allez faire votre acte d'autorité, attestation et un acte de partage, quelqu'un qui est propriétaire de son bien, il a davantage envie de la rénover, la maison. Et dépenser de l'argent sur une maison est parfois plus simple qu'une fois qu'on est propriétaire. Quand vous êtes à 10 sur la maison, personne ne veut entretenir, personne ne veut payer la moindre réfection pour une pâture, alors que quand vous serez seul, vous allez dépenser sans compter. Donc je pense que les frais, il faut un peu les mettre de côté. Je vois qu'il est important de dire, pour répéter ma question, qu'au vu de ce que ça peut apporter comme tranquillité, on peut faire abstraction, et c'est vraiment ce que je retiens, parce que c'est de la tranquillité pour soi, mais également pour ceux à qui nous pouvons laisser des choses. Donc je crois qu'il est important de faire ça. Merci. Alors pour compléter les propos de Maître Marie et Maître Marceline, moi je représente le Crédit Agricole aujourd'hui et effectivement il est nécessaire d'ouvrir un compte pour l'indivision. Alors effectivement on le fait devant le notaire pour gérer les charges diverses, mais il arrive parfois que le coût de la succession lui-même représente un coût qui peut parfois être élevé et nous on est là pour accompagner nos clients dans le cadre de ce financement. Aussi, je note que très souvent, on peut avoir un client qui va prendre en charge les frais divers de l'entretien du bien, mais il faut savoir que, in fine, Maître Marie me corrigera, mais in fine, celui qui a pris en charge tous les frais pendant 10 ans, eh bien, on va déduire ce qu'il a engagé pendant toute cette durée du coût de la succession globale. Donc on va, entre guillemets, le rembourser des frais qu'il a cotisés. Donc il est préférable de s'entendre, selon moi, et avoir un compte commun à la banque, un compte indivis si possible, pour financer les frais de succession lorsqu'il y en a. Après, pour conclure, je dirais simplement que dans la mesure du possible, certes aujourd'hui on règle des problèmes d'indivision, mais dans la mesure du possible, vous et moi, enfin tout le monde, nous devrions autant que faire se peut anticiper et donc préparer la transmission du patrimoine. Donc il y a diverses solutions qui sont possibles d'envisager, des solutions, qu'elles soient bancaires ou non bancaires. Si je parle de bancaire, on peut raisonner aussi de l'assurance décès. Si je parle de non bancaire, j'en parlais avec Maître Marceline, on peut envisager une SCI, mais au cas par cas, attention, c'est pas tout azimut, on va créer une SCI. Donc il y a une réflexion globale qu'il faut parfois mener en amont. Nous, au Crédit Agricole, on a un service qui s'appelle Banque Privée, donc s'occupe de la gestion de patrimoine. Et on a vocation à vous accompagner, un peu comme le ferait un médecin généraliste, pour avoir une vision globale, pour ensuite vous orienter vers les spécialistes. Et comme ça, vous avez des idées assez claires de ce que vous aurez à faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais si vous avez des questions, on est à votre disposition pour y répondre. Oui, j'en ai une. Oui.
c'est un cas personnel, mais je pense que qui est commun un peu à tout le monde. Donc, nous avons un terrain qui doit être divisé en deux. D'accord. Donc, nous sommes passés chez le géomètre, chez le notaire, tout va bien. Le PU nous indique que c'est un terrain constructible. Tout va bien, encore une fois. Sauf que le SAR, c'est l'agence régionale de justice, qui nous dit que finalement, nous ne pouvons plus diviser le terrain. Construire, oui, mais la division n'est pas possible. Et donc là, justement, en fait, nous sommes dans un cas où, justement, la mère veut donner de son vivant. Et là, nous nous retrouvons devant une situation qui est... Alors, je n'ai pas de réponse précise, je transmets le micro à Maître Marie, mais je pense qu'il y a un problème comment dirais-je, de densité, si c'est ça le terme, densité de construction sur le terrain. Je prends un exemple. Quand vous avez un terrain de 1000 m², par exemple au Lamentin ou au Robert, peu importe, vous avez un taux de construction, donc ça peut être 10, 15, 20, 30%. Et donc, si ensuite vous le divisez, il n'y a plus trop d'espace. Mais je vous explique. Le terrain aussi est entouré de construction. En fait, je comprends sa question. C'est un problème qui ne devrait pas arriver. Malheureusement, on l'a en Martinique. C'est en cours au niveau de la préfecture et de la CTM pour essayer de le régler. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le SAR, c'est le schéma d'aménagement régional. C'est un schéma qui a été fait dans les années 98 qui envisageait les endroits en fait, où les parties devaient être agricoles, les parties urbaines, les parties naturelles. Donc c'est un schéma qui est au-dessus ce qu'on appelle du PLU. Vous, la commune, dans une commune, vous avez un plan local d'urbanisme. Et le plan local d'urbanisme, c'est ce que vous, les administrés, vous connaissez. Et le plan local d'urbanisme, la mairie délimite quelle zone est constructible, quelle zone est agricole. Normalement, il ne devrait pas y avoir une incompatibilité entre votre PLU et le SAR. Excusez-moi. Je dis normalement. Hein. Le PLU date de 2022. Voilà. Et le SAR date des années, je ne sais 98. Ouais. Donc, dites-vous bien que nous, je suis jeune, en fait. J'ai deux autres sœurs qui sont jeunes aussi comme moi-même. Nous avons envie de faire quelque chose, en fait, d'avancer dans la vie. Et au final, nous nous retrouvons bloqués. Donc, dites-vous bien que ça génère en fait de la frustration. Je dirais même en fait des fâches. Vraiment, on m'a dit en état psychologique, c'était pas terrible, vraiment, je vais vous avouer, parce que quand je vois sur le boulot tout ça, j'étais pas trop bien. Donc voilà. Oui, non, mais c'est ce que je vous dis, c'est que c'est une situation qui ne devrait pas arriver, en fait. Et le PLU ne doit pas normalement être en contradiction avec le SAR. Sauf que comme le SAR n'a jamais été modifié, alors je ne vais pas taper sur les politiques, c'est pas le but, hein, mais comme le SAR n'a jamais été modifié depuis les années 98, on a adapté, on a voté des PLU dans les communes. Le PLU, c'est quoi? C'est le conseil municipal qui décide dans une commune, tel endroit sera constructible, tel endroit ne le sera pas. C'est sûr que vous, l'administré, vous connaissez que le PLU. On ne va pas vous parler du SAR. Le SAR, c'est obsolète. C'est quelque chose... l'administré, il dépose un permis de construire sur un terrain. Il ne va pas aller regarder une règle qui est au-dessus. Donc, c'est ce que je vous dis. On ne devrait pas avoir une distinction entre le SAR et le PLU. Donc, pour l'instant, je pense que... Bon, ça, elle existe réellement. Et donc, vous avez une commission, effectivement, qui est à la CTM, qui est la CETAF, sur lequel, quand vous êtes au SAR, dans une zone agricole, vous devez leur demander une autorisation de division. Ça, c'est personnel. Je pense que la commission devrait dire oui, dans votre cas, puisque votre PLU est constructible. Il faut être logique. Le PLU est constructible. La commission devrait vous dire on y va. Pour l'instant, ils n'adoptent pas cette position. Ça va peut-être évoluer. Ou il faut peut-être demander aux instances, le préfet ou la CTM, d'abroger définitivement ce SAR et de mettre un SAR en corrélation. C'est-à-dire que votre PLU soit en corrélation avec le SAR, définitivement. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans des situations complètement ubuesques. Parce que là, finalement, votre terrain, il est constructible. C'est-à-dire que vous pouvez construire. Mais vous ne pouvez pas le diviser. Hein, vous ne pouvez pas le diviser. Voilà. Et voilà. Donc, non, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une situation ubuesque. Donc il faut qu'on arrive à faire remonter cette problématique. Tout le monde la connaît, hein, cette problématique, effectivement. Et en fait, juste pour ouais. Je suis désolée, mais à quand? Parce qu'au final, je ne suis pas toute seule. En fait. Alors voilà. Je me dis que je ne suis pas seule. Ah, non, vous êtes des milliers en Martinique. Au final, on fait quoi? Il faut attendre quoi? Il faut attendre 10 ans, 20 ans? Non, voilà. Non, alors il faut d'abord savoir quand même que l'idée de ce SAR, en fait, de cette commission qui existe à la CTM, l'idée c'était de préserver les terres agricoles.
Donc il y a une commission qui interdit la division si vous n'avez pas un projet agricole. Là, dans votre cas, votre terrain, il est constructible au PLU. Donc la commission, il faut peut-être qu'elle soit cohérente et nous dise un terrain qui est constructible au niveau du PLU, c'est oui pour la division. Voilà, ça c'est une position qu'ils n'ont pas encore adoptée. Je pense qu'on va y venir au fur et à mesure parce que ces informations-là remontent, les géomètres la font remonter, la Chambre des notaires les font remonter, la CTM en est consciente également. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir voilà. C'est en cours, mais c'est pas encore fait. Mais au départ, c'était que la commission devait contrôler, si vous voulez, la préservation des terres agricoles. Et on a plein de cas comme le vôtre où c'est pas en corrélation. Donc il faut aujourd'hui avoir alors vous, dans votre cas, une fois que la commission vous a statué et a renoncé, je vous encourage pas non plus à le faire, mais vous pouvez faire un recours contre cette commission. Et plus il y aura des gens, alors c'est malheureux de le dire, mais plus il y aura des gens qui vont faire des recours pour dire maintenant il faut que les politiques se bougent pour modifier cette position qui n'est pas normale, qui est complètement absurde, plus je pense que les choses vont avancer. Mais c'est malheureux de le dire. Oui, je voudrais préciser, s'agissant de la décision du CETA, de la commission qui bloque, c'est une réalité. La première chose qu'il faut faire, c'est vérifier si la CETAF a répondu dans les délais. Parce qu'il y a un texte et un décret qui donne à la CETAF un délai pour répondre, au-delà duquel le notaire peut autoriser l'acte, même si la CETAF n'a pas répondu. Je le dis, parce qu'il y a beaucoup de notaires qui ne passent pas l'acte alors que la CETAF n'a pas répondu. Je précise que, s'agissant de la CETAF utilise quelquefois l'argument en disant « je n'ai pas répondu parce que le dossier n'était pas complet ». Or, vous avez un texte, il faut aller au décret avec l'énumération des textes. Et donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier si votre dossier contient tous les éléments qui sont exigés par la loi. Et si la CETAF n'a pas répondu dans ce délai, le notaire doit passer l'acte, ou alors vous, excusez-moi maître, mais vous changez de notaire s'il ne passe pas l'acte. Deuxième possibilité, la CETAF a répondu dans les délais et n'a pas donné d'avis favorable, comme l'a dit maître Marie. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à faire de recours administratifs. Parce que les personnes hésitent à faire des recours. Et les choses ne peuvent pas avancer si on ne dit pas à la CETAF qu'elle ne fonctionne pas bien. Ensuite, troisième élément d'information que je peux vous donner, c'est que, et ça je l'ai vu dans les publications, il y a un appel à projet de la CTM en vue de la modification du SAR, et donc c'est, semble-t-il, imminent. 3 mois de mémoire. Je vous ai posé une question. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que pour ouvrir une succession, il faut la totalité de la signature des accords de la divisée? Maître Mathieu, Maître Marie. Parce qu'en fait, souvent on dit que la loi des chimie, il faut 50%. Oui, c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure. Avant d'arriver à la loi de chimie, vous devez faire un acte de notoriété, juste pour identifier les héritiers. Les notaires sont des gens qui veulent juste de l'amiable. Donc ils veulent que les gens soient d'accord, on va dire. Souvent, quand quelqu'un vient nous voir, il nous dit j'ai 10 frères et sœurs. On sollicitait souvent les adresses, les noms. On veut oublier personne. Donc on a un premier acte à signer qui est l'acte de notoriété. Je ne suis pas contre, moi, la loi n'interdit pas, si vous voulez, de signer un acte de notoriété ou une attestation de propriété, qui sont des actes d'administration. Quand je dis des actes d'administration, c'est-à-dire qu'on ne fait que identifier les gens, on ne fait que dire quels sont les droits des gens, la quotité qui leur appartiennent sur un terrain. J'ai 10 enfants, le cas classique, le terrain doit revenir normalement à 1/10 chacun. Quand je fais la notoriété et que j'indique les 10 enfants dedans, et pareil pour l'attestation de propriété, je dis que ce bien appartient aux 10 enfants, je n'ai pas besoin de l'accord de tout le monde. Voilà. Donc il y a une pratique effectivement différente. En tout cas, ce sont des actes d'administration et moi je considère qu'on peut avancer, il n'y a pas de problème là-dessus. Deuxième chose, une fois que vous avez fait ça, vous êtes toujours en indivision. Ça veut dire qu'on ne peut pas partager. Par contre, le partage, la règle va être l'unanimité. La vente va être... Sauf la chimie. Mais justement, j'y venais. C'est-à-dire que je ne vais pas partager un bien ou vendre un bien sans, au départ, l'accord de tout le monde. Ça, c'est l'unanimité.
Et justement, comme ces situations de blocage, l'unanimité, elle est difficile. Même quand on est monsieur et madame divorce, c'est difficile d'avoir une règle d'unanimité, il y en a toujours un qui n'est pas d'accord. Les successions, c'est pareil, mais on est plus nombreux. On est 8, 10 enfants, et il faut que tout le monde aille dans le même sens. Comme on n'arrivait pas justement toujours à aller dans le même sens, il y en a toujours un qui est d'accord et l'autre qui n'est pas d'accord, il y a un assouplissement. Et la loi Letchimy, justement, vous permet, si vous avez... Alors, il faut toujours avoir en tête qu'on protège les minoritaires. Quelle que soit la personne, vous êtes locataire, vous avez des protections, vous êtes propriétaire, le minoritaire est protégé. Donc la loi Letchimy, quand vous aurez en gros un accord de 51%, on va dire, quand vous aurez une majorité d'héritiers, vous êtes 10, si vous en avez 6 qui veulent vendre, ou bien 6 qui veulent partager et s'attribuer le bien, si on n'arrive pas à avoir l'accord des 4 qui nous font défaut, on va pouvoir rentrer dans une procédure et essayer de les forcer. Donc c'est une possibilité qui existe. La première étape, généralement, pour le faire, c'est de recueillir le consentement des 6 qui sont d'accord. Dans un second temps, c'est de notifier aux 4 qui sont défaillants, on rajoute quelque chose s'il faut, ceux qui sont défaillants, un projet de vente ou un projet de partage. Là encore, le projet, on ne peut pas l'établir comme on veut. Il va falloir qu'on ait quand même un projet solide et efficace. C'est-à-dire que si vous vendez la maison, pour protéger les minoritaires, on va vous demander d'avoir 2 avis de valeur de la maison, de façon à ce qu'un des attributaires ne récupère pas une maison pour vil prix, pour quelque chose qui vaut rien du tout, alors que sa véritable valeur, elle est beaucoup plus haute. Oui. Je crois que vous avez déjà expliqué la question que je posais, c'est-à-dire déjà pour ouvrir la succession. Ça veut dire, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il faut en fait qu'il y ait la totalité des héritiers Non. pour pouvoir ouvrir la succession? Non, je pense qu'on peut ouvrir une succession. Là, on voit des héritages en cascade. En fait, souvent, les notaires vous demandent d'avoir le maximum d'héritiers, de contact avec les héritiers, pour essayer parce que de toute façon, on sera obligé de rentrer en contact avec les gens au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas obligatoire au départ. Voilà. Par contre, il ne faut pas nous cacher votre frère, votre cousin, il faut essayer, avec le notaire, de déterminer tout le monde. Voilà. S'il y a d'autres questions. C'est pas que de notoriété est attaquable, puisque s'il y a des héritiers qui ne sont pas mentionnés, ils peuvent attaquer. Ensuite, je reviens sur le cas de madame, je suis responsable du service humaniste de Robert, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cas comme ça, de terrains constructibles et qui font l'objet d'un refus de partage au niveau de la CTM. Donc il faut assouplir cette doctrine et puis il faut aussi que je dise que la CTM fait partie des personnes associées à la procédure de division du plus, donc ils ont donné le rapport pour le plus, mais il n'y a pas de raison que par la suite, on nous bloque pour soit des utilisations d'urbanisme, soit des partages, etc. C'est une hiérarchie de normes, madame. C'est ça qui est compliqué. Compatibilité, on parle de rapport. Oui, tout à fait. C'est pas de conformité. Donc, ce que madame disait, c'est vrai, il y a beaucoup de cas comme ça. Nous-mêmes, on écrit à la CTM pour leur dire d'assouplir l'opposition. Après, il n'y a jamais le permis de construire. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Ensuite aussi, la lenteur au niveau des notaires. Il y a la notoriété. Ensuite, l'attestation immobilière va prendre beaucoup de temps. Pourquoi toute cette lenteur-là et on se retrouve dans les divisions Non mais l'attestation, bon, l'histoire de la hiérarchie des normes, c'est sûr qu'il y aura quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Moi, je pense que l'idéal, effectivement, c'est que le PLU soit en conformité avec le SAR. Une fois qu'on arrivera à ça, je pense qu'une compatibilité, on n'aura plus ces problèmes de distinction. Bon, tant que c'est pas fait, ça vient encore, mais bon, c'est dommage, c'est sûr. Prendre du temps, tout est relatif. Si on dresse, si vous voulez, l'attestation de propriété, des fois, ça prend du temps parce qu'on vous demande un avis de valeur qu'on n'a pas ou un document. Parce que quand on transmet le bien, c'est générateur aussi, si vous le revendez derrière, d'une plus-value ou quoi que ce soit. Donc souvent, on explique aux gens de nous transmettre une expertise du bien pour qu'on ait une idée de la valeur. On a du mal à avoir les informations, donc on prend un petit peu de temps des fois pour l'adresser. Parce que cette valeur, elle est figée. Une fois que vous l'avez rentrée aux yeux de la publicité foncière, si demain matin vous l'avez rentré un bien, vous l'avez rentré pour 100, mais que vous le revendez demain matin pour 200 000 euros, vous aurez une plus-value de 30% dessus. Ça peut être stupide de dresser une attestation comme ça, sachant qu'il n'y aurait pas de droit de succession.
et qu'il n'y aurait pas de plus-value si vous l'aviez dressé à la bonne valeur. Donc ça, les héritiers ont souvent du mal et nous disent mettez telle valeur, ou, alors qu'on ne connaît pas le bien, on ne connaît pas la situation. C'est pour ça que je pense qu'il faut suivre un petit peu les instructions au départ, hein, c'est-à-dire essayer de maximum de récupérer les pièces pour savoir quels sont les héritiers pour qu'on n'oublie personne. Si on oublie quelqu'un derrière et qu'on l'a oublié, ben effectivement, il y aura un recours sur la notoriété ou quelque chose comme ça. Parfois, les notoriétés sont également très longues à dresser parce qu'on a un problème de filiation en Martinique. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Je ne mets pas ma main à couper à chaque fois que quelqu'un me dit que je n'ai pas d'enfant naturel ou d'enfant dehors, quoi. Donc, 5 ans. Quand madame posait la question, combien de temps après on peut dresser un acte de notoriété pour prouver sa filiation? C'est 5 ans après le décès. Les enfants naturels après 5 ans ne sont pas terminés. Voilà, ça effectivement, la filiation, c'est un souci, parce que beaucoup de gens, de leur vivant, n'ont pas reconnu la personne. Donc on nous demande, nous, au décès, de dire c'est mon fils. Si les frères et sœurs sont d'accord, bon, ben, j'ai pas de souci de dresser cette position d'état ou cette notoriété. Mais c'est toujours délicat, on va dire. Voilà. Maintenant, c'est la situation ici. Hein, il y a quand même énormément de cas comme ça. Et on ne peut pas se permettre de fermer les yeux facilement sur les enfants naturels. Sachant qu'un enfant naturel, si on n'a pas fait cette notoriété, cette position d'état pour le mettre dessus, eh ben, il n'est pas héritier. Je ne peux pas savoir, moi, si je peux être votre fils, madame, on va dire, si je ne suis pas reconnu. Donc c'est toujours, on le fait avec des précautions. Les avis de valeur, c'est très bien d'avoir une expertise ou une agence immobilière qui vous donne un avis de valeur. Non, on peut se baser sur vos déclarations, mais il faut être honnête des fois et être sûr de son coup. Mais alors, excusez-moi, pour la loi Letchimy, c'est pas un avis de valeur. Hein, pour la loi Letchimy, c'est 2 experts. C'est pas des avis de valeur, attention, hein, pour la loi Letchimy. C'est des experts. C'est pas pareil. Attendez, voilà. Ce que Maître Marceline dit, c'est très important. Quand on vous demande dans la loi Letchimy 2 expertises, c'est parce que qu'est-ce que la loi essaie de faire? Elle essaie de contrôler que les minoritaires qui ne sont pas là ou bien qui s'opposent ne sont pas lésés. Donc on va vous demander si vous partez sur une loi Letchimy ou bien si vous partagez un bien. Imaginez que vous partagez un bien, il y a quelqu'un qui est d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord, mais on vous attribue un bien. C'est facile de vous attribuer un bien avec une majorité de vos frères et sœurs qui sont d'accord pour une valeur qui vaut rien. Par contre, la loi Letchimy va essayer de contrôler ce point-là, pour que vous le dites, moi, on m'attribue ce bien, mais il a été expertisé à la bonne valeur. Donc on va vous demander d'avoir 2 expertises qui reconnaissent la valeur du bien, de façon à ce qu'on ne vous attribue pas un bien en lésant quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut avancer, on va dire, sans le minoritaire, sans la personne qui s'oppose, parce qu'on fait quand même un acte qui, à mon avis, ne laisse personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces mécanismes qui nous permettent d'avancer, qui n'existaient pas avant. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister là-dessus. Hein. C'est 2018, c'est pas vieux. Et il y avait, ce que je disais un petit peu en amont, en 2006, une petite amorce uniquement pour les ventes, pas pour les partages. Donc on a vraiment une avancée avec ce genre de loi. Et on a déjà eu plusieurs fois des cas où, en notifiant, on part sur une loi Letchimy, c'est-à-dire on essaie d'avancer comme ça, et en notifiant à l'enfant ou l'héritier qui était récalcitrant, et ben finalement il change sa veste et il signe, on part sur un partage amiable. Donc ça permet il faut mettre en demeure les gens, parce que sinon ils s'endorment et ils bougent pas. Et l'héritier qui vous fait mal, c'est celui qui ne dit jamais rien. Et si certaines personnes ne sont pas du tout intéressées par la succession, et donc informent dès le départ, je ne suis pas intéressée, je ne donne pas, je ne veux pas. Renoncer, c'est comme si elles sont intéressées. Non, alors renoncer, qu'est-ce que ça veut dire renoncer? C'est-à-dire, est-ce que c'est dès le départ, c'est-à-dire la personne décède, ou bien alors on ouvre la succession, on a un courrier d'un des indivisaires qui dit, je ne suis pas intéressé, voilà. Qu'est-ce que vous appelez renonciation en fait? C'est vrai que la renonciation se fait soit devant un notaire, soit au greffe du tribunal de Fort-de-France. Donc renoncer par un courrier comme ça, en tête en l'air, moi, vous savez, on est comme, on va dire, comme Judas, on va dire. Est-ce qu'on croit un courrier qu'on nous a envoyé comme ça, comme quoi la personne a renoncé? C'est difficile. Non, la personne qui renonce doit soit aller au tribunal pour renoncer, donc il va faire un papier officiel au tribunal, il y renonce,
Il va au tribunal, il se déplace, ou il va chez le notaire pour renoncer à la succession. Mais il faut qu'il se déplace. Alors, la renonciation, moi, des fois, les gens veulent renoncer. Ça c'est plus compliqué, ça. Mais Alors, ça force à rentrer dans un peu de détails. Chaque situation, il faut voir quelle est la loi qui est applicable et quelle est la solution qui est applicable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une solution, quel que soit le cas de figure. La loi a prévu une solution, quel que soit le cas de figure. C'est-à-dire que vous dites que vous n'êtes pas intéressé, mais vous n'avez pas renoncé formellement, c'est-à-dire selon ce que la loi a prévu. Vous allez au tribunal, il y a un imprimé que vous pouvez télécharger sur Internet pour pouvoir le remplir, tellement c'est facile, et vous allez le déposer au tribunal, il y a le cachet. Autrement, on peut aller chez le notaire et le notaire vous fait remplir un document pour dire que vous renoncez. Si vous n'avez fait ni l'un ni l'autre, c'est parce que vous n'avez pas renoncé. Donc les autres doivent vous inclure dans la succession. Si vous êtes quelqu'un qui ne vous manifestez pas, vous dites je ne sais pas ou vous ne répondez pas, vous avez la possibilité, quand vous êtes héritier, de lui faire ce qu'on appelle une sommation de prendre position, parce que vous pouvez perdre la qualité d'héritier. La qualité d'héritier n'est pas éternelle. Donc il y a des délais prévus par la loi, et les délais sont quelquefois raccourcis quand un héritier lui fait une sommation de décider. Et puis si la personne est disparue, est absente, là aussi, il y a une procédure qui est prévue dans ce cas-là, et le jugement du tribunal vaudra acte de décès. Et ce qui veut dire que l'absent aura sa succession qui est ouverte et qu'il faudra rechercher ses héritiers. Mais dites-vous bien, quelquefois ce ne sera pas seulement le notaire, quelquefois il faudra recourir à un avocat, mais tout problème a une solution. Je rajoute un petit mot, parce que Mme Marceline l'a très bien expliqué, la renonciation. Je ne suis pas moi, toujours favorable à la renonciation, parce qu'aujourd'hui, quand vous renoncez à une succession, vos enfants doivent renoncer également. Et ça nous crée des fois plus de problèmes qu'autre chose. C'est depuis 2007, en fait, l'idée de cette loi, souvent les gens disent, mais pourquoi on a créé cette loi-là, c'est stupide. À la base, c'était pour faire des transmissions de patrimoine plus intéressantes. Ça veut dire que quelqu'un renonçait à la succession, et ça pouvait passer directement à ses enfants. Donc c'était une bonne idée sur la base. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui renoncent à la succession, ils ont des enfants mineurs, et ça nous pose des problèmes. Parce que vous renoncez à la succession, on passe à l'étape là-dessus, et ce sont vos enfants. Et vos enfants, ils vous disent, ils sont à droite, à gauche, et ça les regarde pas non plus. Et quand il y a un mineur, il faut demander au juge des tutelles. Exactement. Donc ce qui va nous compliquer encore plus les choses. Donc là, je pense que quand quelqu'un veut renoncer, ou certaines familles veulent renoncer, il faut quand même se rapprocher du notaire et de l'avocat avant de l'encourager à aller au tribunal, renoncer rapidement ou chez le notaire. Voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à dire aux gens, si vous voulez renoncer, on pourra trouver un accord après pour que vous abandonniez vos droits au profit de vos frères et sœurs, au profit de vos enfants ou quoi que ce soit. Mais mais je comprends la question. Monsieur. Là. Non, c'est bon. Oui, lorsqu'un père effectivement est décédé et qu'il a plusieurs enfants qui sont donc ses héritiers, par la suite, lorsque le notaire, on découvre par exemple que les enfants ont amené un document au notaire disant qu'il avait décidé de favoriser certains de ses enfants sur un papier libre qui parfois peut prêter à confusion. Est-ce qu'effectivement c'est un document qui peut être valable pour pouvoir avantager certainement de la fratrie? En fait, la validité du document, c'est si on peut l'apparenter à un testament. Puisque à partir du moment où vous faites part de votre volonté d'avantager un enfant, ça veut dire que vous faites un testament en faveur de cet enfant. Alors, il faut voir si le testament remplit les conditions de validité du testament. Il peut être écrit à la main, il faut qu'il soit daté, signé, écrit de la même façon, de la même écriture. Et l'enfant qui est avantagé, on va calculer ses droits. Si ce qu'il a dépasse ce qu'il peut recevoir, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des enfants, il y a une partie qui s'appelle la quotité disponible qui peut être donnée soit à un enfant, soit à un tiers.
Donc un enfant, mettons qu'il y ait 4 enfants, donc il y a un quart de quotité disponible, il y a un tiers pour chaque enfant et le quart peut être donné à un enfant ou à un tiers. Mais il faut que le document soit reconnu comme étant valable comme testament. Ce document, normalement, qui est déposé, que vous amenez au notaire, le notaire, normalement, dépose au rang de ses minutes ça veut dire qu'il dépose, il fait un acte pour dire qu'il a reçu des héritiers un testament. À partir du moment, s'il n'est pas écrit de la personne ou si vous voulez le contester, il faut faire une procédure avec un avocat pour contester le testament. Donc, ces documents qui sont déposés, il y a une possibilité quand même de les contester. Là, normalement, les testaments, vous avez 2 sortes de testaments. Hein. C'est le testament authentique, c'est-à-dire reçu par un notaire. C'est-à-dire qu'on fait un acte notarié. Vous avez 2 notaires. C'est la procédure. C'est-à-dire qui reçoivent la personne pour écouter ses dires. Ça, c'est une première possibilité. Et une deuxième possibilité sur le testament authentique, c'est un notaire en présence de 2 témoins. Donc, ce genre de testament, ils sont pas contestables, on va dire, parce que je vois pas qui va s'amuser en tant que notaire à essayer de faire n'importe quoi avec des témoins en face ou quoi que ce soit. Le testament dont vous évoquez, vous, c'est ce qu'on appelle un testament holographe. Ça veut dire qu'il est écrit de la main. Là, on ne sait pas qui l'a écrit. Donc, c'est pour ça qu'il y a une suspicion parfois. Il peut avoir été retrouvé dans les papiers de la maison et les héritiers l'apportent. Si il n'y a aucun doute que ce soit la personne qui l'ait écrit, je ne vois pas pourquoi on ne l'appliquerait pas. Mais on a toujours cette suspicion, c'est d'où il vient ce testament, simplement. Et c'est pour ça qu'il pose des difficultés. Si vous, quand vous avez vu l'écriture, vous n'avez aucun doute que c'est votre père qui l'a écrit, je pense qu'il ne faut pas le remettre en cause. C'est que c'était sa volonté. Si par contre vous avez un doute sur l'écriture, là c'est autre chose. Eh ben, à ce moment-là, c'est au tribunal, effectivement. Vous prenez un avocat pour contester le testament. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de doute. Hein, quelqu'un, quand il a écrit un testament holographe, c'est très précis. Hein. J'écris pas comme Maître Marceline. Maître Marceline n'écrit pas pour moi. Hein. Il faut être, à mon avis, très très doué pour arriver à avoir la même écriture que quelqu'un. En général, quand on veut contester, la personne qui veut contester un testament a intérêt à faire analyser le testament par un graphologue qui va donner un avis, et cet avis va permettre d'inviter le tribunal à désigner un expert judiciaire cette fois. Mais alors quelquefois on peut aller au tribunal avec des éléments comparatifs parce que quelquefois c'est manifeste que c'est pas la même écriture. Si on montre des exemples de lettres, de reçus de la personne décédée et qu'on voit que vraiment c'est pas la même écriture, le tribunal peut se fonder là-dessus. Mais en général, il faut plusieurs éléments pour permettre au tribunal de se décider. Alors, si vous n'y voyez pas l'inconvénient, on va prendre une dernière question, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de retard, celui du foot de personne, mais c'est tout fait. Donc, dernière question. Merci. Très rapide. Je veux juste savoir s'il y a une donation qui est faite. Est-ce que la personne à qui la donation a été, vers qui elle a été dirigée, est-ce qu'il faut qu'elle soit nécessairement présente ou qu'elle signe un document où la personne à qui appartient le bien peut faire la donation et c'est tout? Oui, non. Une donation, c'est le Code civil qui le prévoit. Une donation, si c'est sur un bien immobilier, sur un terrain ou une maison, doit obligatoirement être passée devant un notaire. C'est-à-dire qu'on doit faire enregistrer cette donation. Donc la personne, en principe, doit être présente, c'est-à-dire que le donateur, celui qui donne, se rende chez le notaire pour faire cette donation, et le donataire, celui qui reçoit, doit également être présent pour la signer. S'il n'est pas en Martinique et qu'il est en métropole, là, il peut aller chez un notaire avec une procuration qui va lui être donnée, mais il sera reçu dans les 2 cas, tant pour le donateur que pour le donataire, par un officier public. Et ça, c'est primordial de le faire. Hein. Ne faites pas comme on faisait justement beaucoup avant. Hein. Vous avez un papier de votre père écrit, et il m'a donné un morceau de terrain à tel endroit. Quand vous faites ce document, bien sûr qu'il aura une valeur après entre vous, mais il n'arrange pas les choses, parce que votre parcelle n'est pas délimitée si elle est faite comme ça. Donc le géomètre n'est pas passé et elle n'est pas délimitée. Vous n'avez pas de titre de propriété que vous pouvez pas aller voir Monsieur Sabido pour avoir un financement bancaire pour la maison parce que vous n'avez pas votre titre de propriété. Et les limites sont incertaines parce qu'on ne sait pas ce qu'on vous a donné. Donc pour faire cette donation, il vaut mieux aller chez 2 types de donations, et là c'est une conception différente. Il y a ce qu'on appelle quelqu'un a toujours le droit de donner.
Hein. Souvent, en Martinique, vous entendez des gens qui contestent, il était d'accord, il n'était pas d'accord. Il y a ce qu'on appelle une donation en avancement de part. Ça veut dire que je vous donne un bien, mais la personne qui donne a le droit de le faire. Je n'ai pas besoin de l'accord des frères et sœurs. Ça n'existe pas. C'est la personne qui en est le propriétaire qui fait sa donation. Par contre, les autres héritiers sont quand même protégés. C'est-à-dire qu'au décès du donateur, c'est-à-dire de votre père ou de votre mère, les autres héritiers ont le droit de demander une indemnité, c'est-à-dire à l'enfant qui a reçu un bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle une donation en avancement de part. C'est-à-dire que vos parents ont pas voulu vous donner plus qu'à un autre. Hein. Ils ont peut-être voulu éviter une indivision. Ça arrive souvent que des gens viennent vous voir et vous disent « je vais donner la maison à ma fille pour éviter qu'il se retrouve en indivision à 4 ou 5 enfants où ils ne s'entendent pas ». Moi, je ne suis pas favorable à ce genre de donation. Parce qu'un titre, c'est ce que je dis depuis le début, mais on peut avoir une conception différente là chez les notaires. Hein. Il y a ce qu'on appelle des donations en avancement de part comme ça à un enfant, et il y a ce qu'on appelle des donations partage. La donation partage, ça veut dire que je donne, si j'ai 4 enfants, je donne aux 4 enfants, je peux donner la maison à un, à charge pour lui de verser une somme d'argent aux 3 autres. Ça veut dire que dès le moment de la donation, j'ai réglé définitivement le problème de la suite ou du décès. Quand je donne à un enfant la maison, on diffère dans le temps l'indemnité qui est due par un enfant. Donc, c'est des conceptions. Hein, ça, je suis, moi, plutôt favorable à des donations partage où on essaye d'attribuer le bien à un à charge de verser une somme d'argent aux autres, de façon à régler dès la signature de la donation. Et puis quand vous avez un consentement mutuel de tous les enfants, des parents au même moment, c'est quand même plus intéressant. Par contre, c'est vrai qu'en Martinique, on a quand même des familles avec de nombreux enfants, de nombreux descendants, et on ne peut pas toujours allotir dans une donation partage tout le monde. Et c'est pour ça que parfois, on recourt à des donations simples qui sont mal interprétées souvent, je pense, par les frères et sœurs. Hein, parce que certains se disent j'ai été déshérité, mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut voir que c'est une donation faite à un membre et il va devoir une indemnité aux autres au moment du décès. Voilà, alors c'est vrai que je pense qu'il y a toutes les questions, mais je vous invite à vous rapprocher de Stan, comme ça vous pouvez les poser. Nous devons, puisqu'il nous reste 2 ateliers et que la fin est prévue à 13h. Donc il nous reste maintenant.